Good afternoon and welcome to today's press conference. Bienvenue à cette conférence de presse. Nous avons aujourd'hui avec nous la vérificatrice générale Karen Hogan qui fera une déclaration d'ouverture et nous viendrons ensuite dans la salle pour poser des questions. Nous ferons une question et une suivront. Avant de commencer, je dois dire que pour éviter les incidents de rétroaction audio perturbateurs et potentiellement nocifs qui peuvent causer des blessures, nous rappelons à tous les participants en personne de garder leurs écouteurs à l'écart de tous les microphones en tout temps. Lorsque vous n'utilisez pas votre écouteur, veuillez le placer face vers le bas au milieu de l'autocollant à cette fin que vous trouverez sur la table. Veuillez consulter les cartes sur la table pour obtenir des directives pour éviter les incidents de rétroaction audio. Ces mesures sont en place afin que nous puissions protéger la santé et la sécurité de tous les participants, y compris les interprètes, et mener nos affaires sans interruption. Merci à tous pour votre coopération et vous pouvez continuer. Merci. Bonjour Mojo. Je voudrais d'abord reconnaître que nous sommes réunis à Ottawa sur le territoire traditionnel non semé des Algonquins et Izanabés. Merci de vous rejoindre aujourd'hui pour discuter des conclusions des 3 rapports que mon bureau a publiés ce matin. Je commencerai par notre audit des contrats de services professionnels. Il a examiné si les contrats fédéraux octroyés à McKinsey et à la société entre 2011 et 2023 se conformaient aux politiques applicables et offraient aux Canadiens un rapport qualité-prix dépensé. Ces contrats couvraient 20 organismes fédéraux, dont 10 sociétés d'État. La valeur totale des contrats attribués à McKinsey et à la société au cours de la période que nous avons examinée totalisait 209 millions de dollars, dont environ 200 millions ont été dépensés. Nous avons constaté que les organismes qui ont attribué les marchés ont fait preuve de fréquent mépris des politiques et des directives fédérales en matière de marché et d'approvisionnement. Nous avons également constaté que les pratiques propres de chaque organisation ne montraient souvent pas un rapport qualité-prix. L'étendue de la non-conformité et les risques de la qualité-rapprochement variaient selon les organisations. Par exemple, dans 10 des 28 marchés attribués par le biais d'un processus concurrentiel, nous avons constaté que les évaluations des soumissions ne contenaient pas suffisamment d'informations pour appuyer la sélection de McKinsey et de la société comme soumissionnaires gagnants. Nous avons aussi constaté que la justification qui est exigée pour octroyer un contrat sans processus concurrentiel était souvent manquante. Environ 70% des 97 contrats que nous avons examinés avaient été octroyés à McKinsey & Company de façon non concurrentielle. Leur valeur s'élevait à environ 118 millions de dollars. Lorsque nous avons examiné un échantillon de 33 contrats pour en évaluer les résultats, nous avons constaté que dans plus de la moitié d'entre eux, il manquait un ou plusieurs des éléments qui auraient permis de démontrer que les contrats avaient optimisé l'utilisation des fonds publics. Par exemple, nous avons relevé, entre autres, la justification insuffisante de la nécessité du contrat, l'absence d'un énoncé clair des produits livrables attendus et l'absence d'une confirmation que le gouvernement avait obtenu tous les produits livrables. Nous avons constaté que Services publics et Approvisionnement Canada, en tant qu'organisme central responsable des achats et des marchés et expert en la matière pour le gouvernement du Canada, n'avait pas questionné les décisions des organisations fédérales lorsque le ministère avait attribué certains contrats en leur nom. Le ministère n'a pas questionné le caractère approprié de la stratégie d'approvisionnement lorsque l'organisation a demandé de multiples contrats à la firme McKinsey & Company à des fins similaires et sur une période rapprochée. Même si cette vérification portait sur les contrats attribués à McKinsey et à la société, elle met en évidence les exigences fondamentales et les bonnes pratiques que toutes les organisations fédérales devraient suivre lorsqu'elles achètent des services professionnels au nom du gouvernement canadien. Les politiques fédérales en matière de marché et d'approvisionnement sont existées pour assurer l'équité, la transparence et la valeur des Canadiens, mais elles ne fonctionnent que si elles sont suivies. Nous nous sommes revenus à notre vérification de la technologie du développement durable Canada, qui a examiné si la Fondation géra les fonds publics conformément aux modalités et conditions des accords de contribution et à son mandat législatif. Nous avons également examiné la surveillance et l'administration des fonds publics par le Canada, la science de l'innovation et le développement économique.
Entre mars 2017 et décembre 2023, la Fondation a approuvé un financement de 856 millions de dollars pour 420 projets. La vérification a constaté qu'il y avait des lacunes importantes dans le développement durable, la gouvernance technologique canadienne et la gestion des fonds publics. En particulier, la Fondation a accordé 59 000 $ à 10 projets qui ne satisfont pas aux exigences clés énoncées dans les accords de contribution entre le gouvernement et la Fondation. Ces projets n'étaient pas admissibles au financement parce qu'ils n'appuyaient pas le développement ou la démonstration d'une nouvelle technologie ou que les avantages environnementaux prévus étaient surestimés. Je suis également très préoccupée par les pannes de gouvernance de la Fondation. La Fondation n'a pas toujours respecté les politiques en matière de conflit d'intérêts et elle n'a pas respecté la loi sur la Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable. Selon cette loi, la Fondation doit nommer 15 membres en plus de son conseil d'administration. Ces 15 membres ont le mandat de représenter la population canadienne et ils sont appelés à nommer la majorité des membres du conseil d'administration. L'AUDIT a constaté que la Fondation n'avait pas respecté la loi car elle n'avait que 2 membres et non les 15 exigés par la loi. En ce qui concerne les conflits d'intérêts, la Fondation ne disposait pas d'un système efficace pour consigner les déclarations de conflits d'intérêts ni les mesures prises à cet égard. Les dossiers de la Fondation montrent que les politiques sur les conflits d'intérêts ont été enfreintes dans 90 cas. Ces 90 cas étaient liés à des décisions de financement qui ont accordé près de 76 millions de dollars à des projets. Comme toute organisation financée à même les fonds publics, Technologie du développement durable Canada se doit d'opérer de manière transparente, responsable et légale. Nos constatations montrent que lorsqu'il y a des manquements à cet égard, il devient difficile de démontrer que les décisions de financement prises au nom de la population canadienne ont été appropriées et justifiées. Notre dernier audit s'est intéressé à la lutte contre la cybercriminalité. Nous avons examiné si la Gendarmerie royale du Canada, le Centre de la sécurité des télécommunications Canada, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et Sécurité publique Canada avaient la capacité et les compétences requises pour appliquer efficacement les lois qui visent à contrer la cybercriminalité et à protéger la population canadienne sur l'Internet. Nous avons constaté que ces organisations n'ont ni la capacité ni les outils pour lutter efficacement contre la cybercriminalité. À mesure que les cyberattaques augmentent en nombre et en sophistication, une partie du problème est l'approche silose et déconnectée du gouvernement fédéral. Nous avons constaté des défauts dans la coordination des interventions, le suivi et le partage de l'information entre les organismes fédéraux. De plus, compte tenu des liens entre le spam et la cybercriminalité, la vision étroite du Comité canadien de la radio, de la télévision et des télécommunications de son rôle a limité la mesure dans laquelle il contribue à protéger les Canadiens. La réponse efficace à la cybercriminalité repose sur les rapports d'incidents qui seront fournis aux organisations les plus équipées pour les recevoir et sur les organisations qui agissent sur ces rapports. Le système actuel de signalement des cyberincidents est déroutant et ne répond pas aux besoins des personnes qui signalent ces crimes. D'une part, nous avons constaté que de nombreux incidents avaient été signalés à la mauvaise organisation. D'autre part, les organisations qui avaient reçu des signalements n'avaient pas fait un retour auprès des personnes concernées et n'avaient pas réacheminé le signalement à l'organisation compétente. Par exemple, le Centre de la sécurité des télécommunications Canada a jugé que près de la moitié des 10 850 signalements qu'il avait reçus entre 2021 et 2023
ne relevait pas de son mandat parce qu'il touchait des particuliers canadiens et non des organisations. Cependant, il n'a pas informé plusieurs des personnes qui avaient signalé un incident qu'elles devaient s'adresser à une autre organisation. Alors que le RCMP, l'Établissement de sécurité des communications Canada, et la Sécurité publique Canada ont discuté de mettre en œuvre un point unique, indispensable pour que les Canadiens signalent la cybercriminalité, cela n'a pas encore été arrivé. Nous avons également constaté que le RCMP a du mal à employer ses équipes d'enquête sur la cybercriminalité. Nous avons estimé qu'en janvier 2024, près d'un tiers des postes dans toutes les équipes étaient vacants. À notre avis, avoir un plan visant à réduire les lacunes en ressources humaines dans toutes les organisations impliquées dans la lutte contre la cybercriminalité, y compris le RCMP, est un élément important d'une stratégie nationale de cybersécurité. Ces rapports ont le retrait que lorsque la bonne gouvernance manque, le remède ne sont pas nécessairement de nouveaux processus ou plus de personnes ou d'argent. Il s'agit d'appliquer les règles existantes et d'avoir les bonnes personnes avec la bonne expertise pour le travail. Merci, thank you. Je suis maintenant prête à répondre à vos questions. Merci beaucoup. Nous allons recommencer les questions dans la pièce. Une question, une suite. Et nous allons commencer par David Reed de La Logique. Merci. Mes questions concernent la vérification de la cybercriminalité, les rapports auxquels le Centre canadien de cybersécurité n'a rien fait. Ont-ils dit à votre équipe pourquoi ils n'ont pas répondu aux rapports qui sont venus par le formulaire web? Donc, je pense que chaque fois que nous rencontrons cela dans certaines organisations, pas seulement dans la participation C6, il s'agissait de quelque chose, généralement soit qu'elles n'avaient tout simplement pas les ressources pour répondre, ou qu'il y avait des raisons de confidentialité pour lesquelles ils n'avaient pas transmis les informations. Dans ce cas, c'était assez unique. Ce n'était que ceux en ligne où ils ne sont pas revenus aux individus. Mais je pense que cela souligne la plus grande préoccupation que sans ce manque de ce seul point de signaler la cybercriminalité et laisser la fonction publique fédérale déterminer qui devrait mieux gérer les rapports qui arrivent, les Canadiens vont trouver cela déroutant et probablement frustrant qu'ils ne sachent pas ce qui s'est passé à un rapport qu'ils ont fait. Nécessité d'une fenêtre 1 à 1 d'un emplacement de rapport. Cela semble un peu contraire à votre déclaration finale, selon laquelle si les gens suivent simplement les règles et que les bonnes personnes étaient au bon endroit, bon nombre de ces problèmes pourraient être résolus. Il semble que vous appelez à des réformes structurelles en ce qui concerne la réaction à la cybercriminalité. Est-ce vrai? Eh bien, je pense que c'est quelque chose que même les organisations impliquées dans la lutte contre la cybercriminalité savent qu'il est nécessaire. Ils ne l'ont tout simplement pas mis en œuvre. Vous n'en avez pas besoin pour convenir que si un rapport qui vous est présenté maintenant ne fait pas partie de votre mandat, vous devriez faire quelque chose à ce sujet. Donc, même une meilleure coordination et une moins de silos peuvent aider à améliorer cette situation sans le guichet unique pour que les gens signalent des cybercriminels. Ensuite, nous nous tournerons vers Daniel Leblanc de Radio-Canada. Question sur TDDC. La première, on s'entend que c'est une enquête spéciale qui n'était pas nécessairement dans vos plans d'enquête. Qu'est-ce qui a déclenché cette enquête-là? Pourquoi est-ce que c'est le ministère qui vous a demandé ou il y a d'autres raisons qui vous ont poussé à faire cette enquête? Alors, si on retourne un peu dans l'historique lié à la Fondation, il y avait des allégations qui ont été rendues publiques liées à la gestion des fonds publics et aux ressources humaines. On a reçu ces allégations et quand on les a reçues, on était au bureau du conseil privé pour dire qu'il y a beaucoup d'individus sur le conseil d'administration qui sont nommés par des ordres, I don't know how to say it in French, a governor and council appointee. Le bureau du conseil privé a communiqué immédiatement avec Innovation, Sciences et Développement Canada, qui est le ministère qui gère ou qui surveille les fondations. Alors, on a suivi de près qu'est-ce qui se passe. Le ministère a une enquête et suite à cette enquête-là, il y avait des recommandations qui ont donné à la Fondation. Pourquoi j'ai décidé de faire un audit? C'était la réponse de la Fondation. La Fondation a dit qu'il n'y avait rien de plus qui était nécessaire suite au fact-finding mission qui a été mené par une tiers partie.
je trouvais qu'il y avait des... J'étais préoccupée par les constatations et je pensais que c'était important pour que la population canadienne comprenne si les fonds gérés par la Fondation étaient bien utilisés. Et c'est pour cela que j'ai débuté l'audit. Pour les fins, de qu'est-ce qui vous a préoccupé le plus? Est-ce que c'est certains projets qui n'étaient pas admissibles? C'est qu'on surévaluait les conséquences? C'est quoi votre préoccupation au niveau des projets? Pas les conflits d'intérêts, ça j'ai bien compris, mais au niveau des projets en tant que tels qui ont été approuvés, l'utilisation des fonds publics, qu'est-ce qui vous a le plus préoccupé? Je pense que je dirais deux choses. Un, qu'il y avait des fonds qui ont été déboursés quand il y a des conflits d'intérêts qui n'étaient pas bien gérés. Ça ne devrait pas se produire. Un individu ne devrait pas se mettre dans une position où il y a une apparence ou un conflit réel et qu'il ne devrait pas paraître qu'il bénéficie des fonds publics personnellement. Alors ça, c'est une des préoccupations. Le deuxième, lié à l'approbation, c'était qu'il y a une entente qui est très claire entre le gouvernement fédéral et la Fondation sur le processus qui devrait être suivi. Et il y a plusieurs causes que le processus n'était pas bien suivi. Et après, ça a abouti avec 10 projets qui ne sont pas éligibles, qui n'auraient pas dû recevoir du financement. Je m'attendrais maintenant que la Fondation et le gouvernement décident s'ils veulent aller recouvrer les fonds ou au moins communiquer avec les organisations qu'ils n'auront plus de fonds. Ils ne sont pas éligibles et ils ne devraient pas avoir reçu des fonds publics. Stephen Hoff, CBC, salut, merci d'avoir répondu à nos questions. Il s'agit des contrats de services professionnels. Vous dites qu'il n'est pas nécessaire d'avoir de nouvelles règles sur les contrats, alors que le gouvernement devrait-il faire à l'égard des règles existantes pour s'assurer qu'elles sont respectées? C'est une excellente question à laquelle j'ai pensé pour cela, tout cet audit. Qu'est-ce que les politiques et lignes directrices existantes du gouvernement fédéral en matière de contrats provoquent leur comportement que nous voyons ici? Et je pense vraiment que la fonction publique doit y réfléchir. Est-ce que leurs règles sont si complexes que les gens essaient de les tourner pour accélérer les achats? Ou est-il qu'il y a tellement de règles complexes qu'il n'y a aucun moyen de les connaître toutes et que vous en oubliez ou manquez accidentellement? Je pense que cela se résume à s'assurer que tout le monde est au courant des règles d'approvisionnement qui existent et des raisons pour lesquelles elles devraient être suivies. Ils sont là pour assurer la transparence, la responsabilité et un bon rapport qualité-prix, mais ils ne fonctionnent que lorsqu'ils sont suivis. Et donc, vous savez, est-ce qu'il faut être plus simple ou est-ce qu'il faut simplement être un bon rappel? Je pense que nous devrions commencer par le rappel et ne pas créer plus de règles. Puis poursuivre, cela est spécifique à McKinsey. Pensez-vous que la perception d'un conflit existe lorsque Dominic Barton, ancien ambassadeur de Chine et président du comité consultatif économique du gouvernement libéral, a également été directeur général global de McKinsey & Company? Je pense donc que certains de ces rapports ont un thème autour de la gestion des conflits d'intérêts. Parfois, il y a réel, parfois, il est apparent ou perçu, et tous devraient être traités avec la même importance. Je pense que lorsque nous avons examiné tous ces contrats, nous n'avons vu aucune participation ministérielle ou aucune participation qui aurait dirigé des contrats à McKinsey et à la société. Nous avons constaté que 6 des contrats, que les processus étaient en quelque sorte conçus ou semblaient conçus pour convenir à McKinsey ou favoriser McKinsey. Mais à part cela, il s'agissait principalement d'un manque de justification correcte pour la raison de la délivrance d'un contrat non concurrentiel. Et cette justification est si importante parce que les processus d'achat concurrentiel devraient généralement être le défaut et sont là pour assurer une meilleure valeur pour les Canadiens. Mélène Crête, La Presse. Bonjour. Je voulais savoir, je vois des similitudes avec le rapport dans le rapport sur les services professionnels avec celui que vous aviez écrit sur l'application ArriveCan. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est un problème vraiment systémique? Au début, je pense que je dirais que c'est deux situations très différentes. ArriveCan était l'octroi des contrats liés au développement d'un logiciel durant une crise. Ici, les contrats de services professionnels, c'est vraiment l'octroi des contrats au quotidien.
Ce qui est un peu différent entre les deux, c'est que sur Arrive-Can, il y avait un manque flagrant de beaucoup de règles, pas seulement les règles pour la passation de marché, mais la bonne gestion d'un budget, une bonne tenue de livre. Alors, il y avait beaucoup d'enjeux. Ici, ce que je dirais, j'ai aucune raison pour croire que les résultats sont limités à McKinsey. Je m'attendrais que les règles ne sont pas suivies dans d'autres contrats professionnels ou même en plus général d'autres contrats émis à travers le gouvernement. Et c'est pour ça que je pense qu'un recul est de besoin pour faire un bon rappel avec tous les règlements pour octroyer des contrats à travers le gouvernement fédéral, que ce soit dans les sociétés d'État ou les ministères, parce qu'on a vu des lacunes à travers toutes les organisations fédérales. Le ministre Duclos nous indique qu'il y a déjà des formations qui ont été données là, pour à peu près l'ensemble des ministères, là, il y en a seulement quelques-uns là, qui n'ont pas tout à fait complété. Est-ce que ce genre de choses est suffisant, selon vous, pour régler le fait que les règles ne sont pas suivies dans l'octroi des contrats? Mais je m'attendrais qu'il y ait déjà des actions qui sont en marche. On est vraiment le troisième bureau à enquêter sur les contrats octroyés à McKinsey. La formation est une bonne place pour débuter. Il y a beaucoup de fonctionnaires qui travaillent très fort dans les ministères et les sociétés d'État pour octroyer des contrats. Mais il y a beaucoup de règles qui sont très complexes. Et alors, la formation est requise. Mais je dirais que une meilleure surveillance par chaque entité fédérale est requise pour s'assurer de la conformité avec les règlements. Parce que les règlements sont là pour assurer l'équité, la transparence et vraiment un bon retour sur les fonds publics dépensés. Voilà toi à la presse canadienne d'O'Malley. Salut. Je me demande, je suis sûre que vous savez que la grande partie de la raison pour laquelle les contrats McKinsey sont entrés en cible est l'idée que la valeur des contrats a vraiment augmenté sous le gouvernement actuel. Étant donné que vous avez examiné les contrats de 2011 à 2023, je me demande s'il y a des différences dans les pratiques que vous avez vues, je suppose que sous le gouvernement Harper et sous le gouvernement Trudeau, où ces problèmes sont-ils cohérents au fil des ans? Pour que cette vérification couvre une période de 12 ans, ce qui est vraiment long, long. Et nous avons vu que les règles de marché sont inconformes ou que les règles de marché sont difficiles à démontrer leur rapport qualité-prix tout au long de la période de 12 ans. Et c'était dans l'ensemble presque toutes les organisations. C'était donc 9 ministères et organismes sur 10 qui avaient des problèmes avec au moins un contrat et 8 sociétés d'État sur 10. Donc c'est vraiment ça, c'est pourquoi j'ai la croyance que ce n'est pas limité à McKinsey. Il est probablement un problème plus grand de s'assurer que les règles ne sont pas oubliées et que les gens y prêtent attention. Votre seule recommandation sur le conflit d'intérêts? Je me demande si vous pouvez expliquer un peu pourquoi vous avez donné cette recommandation spécifiquement et si elle a quelque chose à voir avec les conclusions spécifiques des vérifications. Donc je pense qu'il est important de savoir que nous n'en avons émis qu'un, pas parce que nous n'en aurions pas émis plus. Nous avons estimé qu'il n'était pas nécessaire de répéter les recommandations qui venaient de faire des ombuds d'achat ou des entreprises de vérification interne du contrôleur général qui avaient publié des rapports au cours de l'année dernière relatifs à McKinsey. Nombreuses de nos recommandations auraient été axées sur le suivi des règles existantes. Donc nous ne donnons généralement pas cette recommandation. Mais nous voyons que nous avons une occasion d'améliorer, c'est d'être plus proactifs dans les conflits d'intérêts. Et ce n'est pas parce que nous avons trouvé des constatations négatives, mais plus que nous avons vu une pratique aussi variée dans toutes les entités fédérales. Nous avons vu certaines sociétés d'État qui faisaient un très bon travail en étant très proactives chaque fois qu'elles entrent dans un processus d'approvisionnement. Et nous pensons qu'il est important, si vous êtes présent à un comité pour évaluer si un compétitif qui devrait gagner dans un processus compétitif, vous devriez prendre quelques secondes pour réaliser si vous avez un conflit d'intérêts ou non. Il ne suffit pas de s'appuyer sur la déclaration annuelle que font les fonctionnaires.
Il s'agit d'une certification supplémentaire pour s'assurer que tous les participants fonctionnent dans le meilleur intérêt de la fonction publique et du gouvernement canadien. Michel Sabat, de la presse canadienne. Bonjour. Alors, je vais faire du chemin sur les questions de mes deux précédentes collègues. Alors, sur votre seule recommandation, pourquoi vous arrêtez en si bon chemin? Êtes-vous simplement exaspéré? Pourquoi j'ai seulement émis cette recommandation-là? Non, pas parce que je suis découragée. Je suis un peu confuse pourquoi il y a des règles qui, à mon avis, sont très claires, qui ne sont pas suivies quand la fonction publique émet des contrats. Et c'est pour ça que je pense que le gouvernement doit prendre un peu de recul pour dire qu'est-ce qui cause les constatations qu'on trouve aujourd'hui. C'est-tu parce qu'il y a trop de règles ou il y a une autre raison que les gens essaient de contourner les règles? Et je pense que c'est important de ne pas mettre trop de règles au-delà de ce qui existe, mais c'est vraiment de faire un rappel de toutes les directives et après d'avoir une bonne surveillance qu'ils sont bel et bien suivis. Vous et votre équipe avez discuté avec le ministre Duclos, avec plusieurs ministères et organismes. Avez-vous l'impression que le gouvernement met non seulement les efforts, mais les efforts suffisants pour corriger l'ensemble des lacunes que vous soulevez? Je pense que ça va prendre du temps pour savoir si les réponses et les actions sont suffisantes. Mon bureau, pendant des décennies, vérifie des contrats qui sont émis par le gouvernement. Et on a souvent des recommandations. Mais je suis un peu préoccupée qu'à chaque recommandation, chaque audit, que ça soit fait par mon bureau ou Vérif interne ou d'autres entités, qu'on rajoute au règlement. Et ça devient très difficile de s'assurer que tous les processus ont bel et bien été suivis. Je pense que je vais attendre un peu pour voir s'il y a une meilleure surveillance et après décider si un audit plus en général sur la passation de marché est nécessaire. Mais à ce point-ci, je pense que la fonction publique a beaucoup pour travailler avec. Adam Kocher, Temps de Colline. Merci. Le maître de l'album d'achat définit le favoritisme observé dans les contrats McKinsey comme le favoritisme inférieur à la surface par rapport à ceux qui sont en boîte d'arrivée. Avez-vous vu des différences ou des similitudes entre les deux, si tout à fait? Nous avons donc constaté que l'Agence canadienne des services frontaliers autorisait les stratégies de GC à établir les critères de sélection et que les stratégies étaient très limitées et les avait favorisées. Et puis, ils ont finalement été attribués ce qui était un contrat compétitif. Dans ce cas, nous avons trouvé 6 contrats où il semblait que le processus d'approvisionnement ait pu être conçu pour adapter McKinsey ou les favoriser, mais ce n'est pas ce qu'ils n'étaient pas impliqués dans l'établissement de critères de sélection. Nous avons donc vu certains cas où 2 ministères changeaient en la stratégie d'approvisionnement, pas que vous n'êtes pas autorisé à le faire, mais nous n'avons pas vu de justification pour pourquoi attendre de délivrer des contrats à McKinsey. Nous avons vu quelques ministères qui attendaient de plus d'1 an que l'offre nationale à commande soit émise avec McKinsey afin qu'ils puissent leur donner un contrat. Ceci donne donc vraiment l'apparence que vous attendiez une entreprise spécifique. Ce qui manque et ce qui est le plus important, ce n'est pas seulement dans ces 6 contrats, mais presque dans plus de la moitié des contrats que nous avons examinés qui ont été émis sur une base non concurrentielle. Est-ce la justification de pourquoi il était soit complètement manqué, soit vraiment pas assez approfondi? Et lorsque vous allez écarter la norme, qui devrait consister à concurrencer un contrat et à en émettre un de manière non concurrentielle, cette justification est essentielle pour montrer pourquoi c'est la meilleure utilisation de l'argent des contribuables. Suivi rapide, que nous indiquons la vérification sur la dépendance du gouvernement à l'égard des contrats professionnels. Eh bien, je pense que si vous regardez dans la vérification, il y a 2 graphiques où nous regardons le total des dépenses de la fonction publique au cours de cette 12 années sur les contrats de services professionnels et vous voyez qu'il augmente certainement au fil de la période. McKinsey représentait une petite partie de ces dépenses.
Vous savez, 0,27 % de ce qui a été dépensé étaient des contrats accordés à McKinsey. Je pense que dans l'ensemble, cela indique que la première étape que je m'attendrais à arriver lorsque le gouvernement va conclure un contrat n'est pas bien faite et bien documentée. Et c'est une étape importante pour montrer un rapport qualité-prix. C'est pourquoi ai-je besoin de ce contrat? Alors, qu'est-ce que j'essaye de réaliser? Y a-t-il un écart de compétences? Y a-t-il un problème de capacité? De quoi j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin d'un conseil d'experts qui ne réside pas dans la fonction publique ou veut juste essayer d'être différent? Donc, je veux obtenir des perspectives différentes. Lorsque cette première étape n'est pas faite, il est vraiment difficile de savoir si le contrat est nécessaire en premier lieu. Et puis, toutes les autres justifications deviennent tellement plus importantes. Je pense que lorsque le gouvernement essaie de se transformer et d'être différent, il est important d'obtenir des perspectives externes, mais il s'agit de vous assurer que vous ne vous enlevez pas de ce que la fonction publique devrait faire, que vous essayez vraiment d'obtenir un point de vue différent. Nous allons maintenant nous mettre en ligne. Si vous êtes en ligne et que vous avez une question, veuillez utiliser la fonction de la main levée. Nous commencerons par Sandrine Vieira de Le Devoir. Oui, bonjour. J'aimerais savoir si durant votre enquête, vous avez trouvé des preuves ou si vous avez raison de croire que McKinsey a été en mesure d'influencer les politiques du gouvernement en matière d'immigration. Alors, on a vu quelques contrats qui ont été émis à Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, mais on n'a pas vraiment vu qu'ils étaient impliqués plus que les conseils d'experts qu'ils ont offerts à travers ces contrats-là. C'est bon, merci. No follow-up? Non. Okay. Seeing no additional questions online, we will bring this press conference to a close. Thank you so much. Thank you.